Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 16 mai 2022. Aujourd'hui, j'ouvre la séance avec un retour sur la pétition de 238 signataires déposée ici même le 19 avril dernier par Mme Camille Massy-Raoul. Cette pétition invite le Conseil municipal à adopter 3 mesures éco-responsables. En premier lieu, l'interdiction des pesticides à usage domestique. Deuxièmement, la conservation et la bonification du couvert végétal et des milieux naturels de notre territoire. Et troisièmement, la minimisation du nombre de survesses dans la rivière Yamaska. Je tiens encore une fois à remercier Mme Massy-Raoul pour son geste démocratique et pour sa participation au débat municipal. Les demandes soulevées par la pétition sont très légitimes et tout à fait justes. Et la pétition a trouvé bon entendeur auprès du Conseil. Je prends donc quelques instants pour informer les citoyens sur les mesures qui sont déjà en place à la Ville afin de répondre à ces demandes et ainsi réaffirmer la volonté du Conseil de s'engager à poursuivre les efforts entamés. Nous sommes en mode de solution. Tout d'abord, à l'occasion du Jour de la Terre, le 22 avril dernier, la Ville a dressé un bilan très positif de la première année de mise en œuvre des actions énoncées dans son plan de développement durable 2021-2025. Le plan de développement durable a été adopté en janvier 2021. C'est un plan échelonné sur 5 ans qui a orienté notre développement autour des 5 grands axes: économie, environnement, socioculturel, gouvernance et aménagement durable. Et tout le plan compte 53 actions réalisées et 23 objectifs à atteindre d'ici 2025. En consultant le plan de développement durable disponible sur le site Web de la Ville, les citoyens remarqueront que les résultats attestent des progrès amorcés et que déjà 13 des 53 actions ciblées sont réalisées ou se développent en continu. 6 autres le sont partiellement et 23 sont en cours de réalisation. Autrement dit, la Ville est au rendez-vous. Malgré les obstacles et les défis survenus durant l'année 2021, la Ville est demeurée ferme dans sa détermination à actualiser sa vision de développement durable. En déployant plusieurs actions dès la première année, elle tenait à affirmer sa conviction à relever de nouveaux défis environnementaux, sociaux et économiques. La réalisation du plan de développement durable avance à bon train et l'année 2022 s'annonce occupée avec les actions actuellement en cours. D'autres avancées s'ajouteront à ce bilan tout au long de l'année. Maintenant, en ce qui concerne les mesures éco-responsables soulevées par la pétition, allons-y dans l'ordre. Tout d'abord, les pesticides. Certaines villes ont choisi d'adopter un règlement afin d'encadrer l'usage, c'est le cas de Montréal notamment. À Saint-Hyacinthe Technopole agroalimentaire, la situation est complexe. Nous souhaitons évidemment offrir un environnement sain à nos citoyens et nous sommes conscients des effets néfastes associés à l'usage des pesticides. L'usage de pesticides ne devrait jamais être pris à la légère et des solutions de rechange écologique sont à privilégier. Cependant, les enjeux à ce sujet en zone urbaine et agricole diffèrent. Pour certaines infestations, l'usage de pesticides demeure parfois nécessaire. Il existe aussi des biopesticides à plus faibles impacts. Aussi, pour contrôler la vermine, les fourmis, les nids de guêpes, l'usage de pesticides est parfois requis. Bref, ce n'est pas simple d'adopter un règlement en tenant compte de toutes les particularités. Comme conseil, nous souhaitons cependant intervenir pour éduquer et sensibiliser les utilisateurs de tels produits à Saint-Hyacinthe. Nous avons la chance d'avoir quelques experts de ce dossier autour de la table du conseil. Et tous partagent le même objectif qui est assurément d'en diminuer l'usage le plus possible. Dans un premier temps, nous souhaitons nous doter d'un cadre de référence pour expliquer les enjeux et inciter les citoyens à adopter de bonnes pratiques. Nous estimons qu'une approche éducative sera plus efficace et que des mesures coercitives à court terme. Nous pourrons réévaluer la situation à moyen terme. Nous allons donc commencer à travailler sur ce cadre de référence qui vous sera présenté au cours de l'année 2022. Ensuite, pour ce qui touche au couvert végétal, aussi appelé canopée, et à la préservation des milieux naturels, je commencerai en mentionnant l'un des points saillants de la mise en œuvre du plan de développement durable 2021. En effet, nous réalisons plusieurs actions en continu pour favoriser la plantation d'arbres.
La Ville poursuit les efforts pour diminuer les îlots de chaleur urbains, et ce, grâce au maintien du taux de remplacement des arbres à 1 pour 1 et à la vente de 500 arbres au coût de 20 $, tous vendus dès la première semaine du programme en avril dernier. Quant à l'augmentation et au maintien de la connectivité des milieux naturels, nous avons renouvelé et bonifié l'entente avec le Boisé des 12, organisme qui collaborera au plan de développement du milieu naturel du parc de la Métairie, dont la Ville veut également se porter acquéreur dans une volonté de préservation. Enfin, nous avons récemment confié à une firme le mandat d'établir le pourcentage de couverts forestiers sur notre territoire et par secteur, des données jamais recensées à ce jour à Saint-Hyacinthe. Les résultats de cette étude seront diffusés très prochainement et je reviendrai d'ailleurs sur ce sujet dans quelques instants. De plus, l'adoption prochaine du plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC des Mascoutins sera l'occasion de s'occuper d'un autre enjeu important, à savoir la protection de ces milieux à la fois essentiels et fragiles. Nous souhaitons aussi mettre à jour ces données sur une base régulière pour apprécier l'évolution de la situation. Et la Ville souhaite se doter de cibles à atteindre grâce à un plan de foresterie urbaine et le plan régional des milieux humides et hydriques. Pour la dernière mesure exigée dans la pétition, soit la diminution des surverses, il est primordial de savoir que la Ville est proactive et déjà très impliquée dans ce dossier. Toutes les municipalités du Québec sont appelées à améliorer leur bilan de l'eau. Et certaines, comme Saint-Hyacinthe, qui ont des infrastructures souterraines ayant majoritairement été construites avant 1965, doivent redoubler d'ardeur et d'investissement pour suivre la cadence. Pour la Ville, cela se traduit par des mesures concrètes, notamment prévues au plan de gestion des débordements, des mesures qui représentent des millions de dollars d'investissement par année. La Ville de Saint-Hyacinthe est consciente de l'impact des déversements sur la qualité de l'eau de la rivière Yamaska et elle déploie différentes mesures pour les minimiser. Ces mesures sont notamment mises en place en collaboration avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Rénover les infrastructures liées à la gestion de l'eau est un geste peu perceptible au quotidien, mais nécessaire pour actualiser nos installations et atténuer notre impact environnemental. Encore aujourd'hui, les systèmes de traitement des eaux usées de toutes les municipalités du Québec reposent sur le principe de surverse. Il en sera encore ainsi, mais pour des cas qu'on souhaiterait plus exceptionnels et beaucoup moins nombreux. Et pour corriger le tir, nous comptons aussi sur la collaboration de la population et des entreprises pour limiter l'utilisation de l'eau pendant les périodes critiques. Dans le cadre de ces mesures, de nombreux outils de communication seront déployés, et ce, avant, pendant et après ces périodes. La gestion de l'eau est au cœur des préoccupations du Conseil municipal et elle le sera de plus en plus. C'est un défi auquel nous devrons faire face immédiatement et collectivement. Pour ce qui est de la rivière Yamaska, elle est au cœur de notre ville et nous devons la protéger. Elle ne fait pas que passer par chez nous. Elle fait partie de notre milieu de vie et il est primordial d'en prendre soin, même si cela nécessite des changements dans nos manières de faire. Nous adoptons sans cesse des nouvelles pratiques pour rendre le milieu plus sain. Il faut intervenir directement avec des solutions durables et concertées. Et ce sont nos efforts qui permettront d'améliorer avec le temps l'état de notre belle rivière Yamaska. À ce titre, nous sommes fiers de faire partie du comité recensement mis sur pied par l'équipe de notre député fédéral, M. Savard-Tremblay, pour la tenue de consultations publiques concernant l'état de santé de la rivière et de ses berges. D'ailleurs, la Ville pose déjà des gestes concrets. Elle a récemment adopté 2 résolutions visant à encadrer la pratique du wakeboard sur la rivière Yamaska. Je vous invite donc à vous déplacer en grand nombre pour participer à la soirée de consultation publique du 19 mai prochain au Centre culturel Humania Assurance dès 19 h. C'est par la participation active de tous, un chacun, et le partenariat de tous les acteurs impliqués que l'état de santé de la rivière Yamaska pourra s'améliorer. Je reviens maintenant sur l'étude d'indices du couvert végétal récemment commandée par la Ville. Lors de la dernière séance publique, notre collègue et conseillère du district Saint-Sacrement,
Mme Annie Pelletier, a vendu la mèche en mentionnant le résultat obtenu dans son district dans le cadre de cette étude. Je fais ici un petit clin d'œil à Mme Pelletier, qui voulait bien faire naturellement, et nous saluons son enthousiasme à partager cette bonne nouvelle. Alors oui, nous avons commandé une étude sur l'indice de couvert végétal sur le territoire de la ville, et les résultats, bien que préliminaires, sont excellents. Nous pouvons en être fiers. D'ailleurs, aucune étude sur le couvert végétal n'avait été produite jusqu'à présent pour Saint-Hyacinthe. Et je rappelle que cette action est inscrite au plan de développement durable de la ville de Saint-Hyacinthe. Au cours des prochaines semaines, nous rendrons publics les résultats de cette étude qui sont très encourageants pour l'avenir. Par le fait même, nous en profiterons pour mettre en place un plan d'action et des mesures précises pour atteindre nos objectifs en matière d'augmentation et de maintien du couvert végétal. Nous vous en reparlerons donc lors des prochaines séances publiques. Dans un autre ordre d'idées, la semaine dernière, les membres du Conseil et moi étions présents aux Assises 2022 de l'Union des municipalités du Québec. Tenu pour la première fois en personne depuis 2019, ce rendez-vous annuel fort pour le milieu municipal a réuni plus de 1500 délégués et délégués, élus, gestionnaires municipaux et partenaires de toutes les régions du Québec. Nous en avons donc profité pour apprendre de nouvelles notions, pour parfaire nos connaissances et pour échanger avec nos homologues des autres villes. Nous avons notamment suivi des conférences sur la densification, le logement abordable et social, l'écofiscalité, l'électrification des transports, l'autonomie alimentaire et les changements climatiques, autant d'enjeux prioritaires qui nous interpellent directement dans notre mandat. Nous en ressortons donc la tête pleine d'idées pour mieux faire notre travail et pour mieux servir la population mascoutaine d'aujourd'hui et de demain. Les Assises de l'UMQ sont aussi l'occasion de rendre hommage aux élus qui œuvrent depuis plus de 20 ou 30 ans. Dans notre cas, ce fut le moment d'honorer notre collègue de Sainte-Rosalie, M. Donald Côté, qui a célébré cette année son 20e anniversaire en politique municipale. En 2021, Donald Côté a été élu dans Sainte-Rosalie pour un 4e mandat. Avant ses mandats à Saint-Hyacinthe, il a été conseiller de la paroisse Sainte-Rosalie pour 2 mandats. M. Côté siège au CA de Saint-Hyacinthe-Technopole, préside le comité de bassin-versant Delorme et Ferré, fait partie du comité aviseur de la biométhanisation et il est membre du comité responsable des personnes handicapées. Félicitations, Donald, et merci pour ton service honorable. Il y a 2 semaines, nous avons lancé la campagne des grands donateurs pour la nouvelle bibliothèque Théa Saint-Germain, dont l'ouverture est prévue pour cet automne. Cette bibliothèque sera assurément un fleuron du pôle culturel de Saint-Hyacinthe. Cette construction moderne et lumineuse incitera non seulement les gens à fréquenter la bibliothèque pour s'y procurer des livres, mais aussi pour télétravailler, faire des activités en solo, en famille ou en groupe, ou tout simplement pour prendre un café et socialiser. C'est un beau projet soutenu et animé par toute notre communauté, un lieu de rassemblement qui offrira aux visiteurs une expérience exceptionnelle dans un environnement unique au centre-ville. En investissant dans cette institution essentielle, nous investissons dans l'éducation, dans l'avenir de la diffusion de la culture et de l'histoire, mais aussi dans notre dynamisme intellectuel et artistique de notre belle région. Notre nouvelle bibliothèque, c'est un projet ambitieux, tout comme le budget qui y est associé. Et c'est pour cette raison que nous avons lancé un appel aux grands donateurs de notre communauté pour nous soutenir financièrement dans la réalisation de ce projet. La campagne des grands donateurs servira à assumer une partie des frais d'acquisition, d'équipement et de mobilier, et une réserve financière sera créée spécifiquement à cette fin. 2 Mascoutains très engagés dans notre milieu ont généreusement accepté de coprésider cette campagne des grands donateurs, soit M. Claude Corbeil et M. Yvon Pinsonneau. La campagne a d'ailleurs démarré avec force puisque la Caisse des jardins de la région de Saint-Hyacinthe a déjà accepté d'en être le partenaire platine
en confirmant son appui financier de 150 000 D'autres donateurs ont déjà annoncé leur appui. C'est notamment le cas des partenaires or pour 50 000 le groupe GEFO, DPA Assurance, H. Gagnon et Fils et la MRC des Mascoutins, ainsi que du partenaire bronze pour 15 000 la firme Copart Incorporée. De plus, la Fondation des Amis de la Médiathèque, de même que nos collègues de l'équipe de la Médiathèque, lanceront une campagne de sociofinancement grand public d'ici quelques mois pour financer et bonifier des projets et services. C'est donc une seconde campagne complémentaire qui vise un public cible différent et qui a une finalité bien différente. Je peux déjà vous assurer que la Ville, la Fondation et la Médiathèque collaborent étroitement dans toute cette aventure et que nous partageons le même objectif d'avoir la plus belle, la plus moderne, la plus dynamique et la plus accueillante des bibliothèques Théa Saint-Germain. Pour rester dans les bonnes nouvelles, ce matin avait lieu la conférence de presse de notre députée, Mme Chantal Soucy, concernant l'aéroport de Saint-Hyacinthe. Cette aide financière témoigne de la volonté du gouvernement de soutenir la mise à niveau de l'aéroport de Saint-Hyacinthe, qui est un actif non négligeable et un levier important pour le développement de notre région. D'ailleurs, le dossier de l'aéroport en est un qui nous anime depuis fort longtemps au Conseil de ville. Récemment, nous faisions part de l'entente municipale qui permettra à l'aéroport de maintenir et de bonifier son offre de services. Aujourd'hui, grâce au soutien supplémentaire de notre gouvernement, nous nous sommes convaincus que nous atteignons la meilleure formule pour assurer la modernisation et la pérennité de l'aéroport. Les gestionnaires de l'organisme ont l'expertise pour opérer cette infrastructure et la Ville est fière d'être partenaire pour protéger cet actif. Nous sommes heureux de cette aide financière et nous souhaitons voir l'aéroport se développer et à son plein potentiel et prospérer pour de nombreuses années à venir à Saint-Hyacinthe. J'aimerais maintenant faire un rappel au sujet de notre budget participatif. J'invite les jeunes de 13 à 31 ans à proposer des projets en lien avec le développement durable, ce qu'ils peuvent faire jusqu'au 27 mai en remplissant un formulaire sur le site Internet de la Ville. Je vous encourage aussi à passer le mot pour que nos jeunes participent en grand nombre. Rappelons qu'une somme de 50 000 est accordée à cette initiative et de l'information à ce sujet est disponible sur le site Internet de la Ville. Du 15 au 21 mai, c'est la Semaine nationale des travaux publics et au Québec, c'est sous le thème « Fièrement TP » que nous invitons cette année les équipes en travaux publics à promouvoir et à valoriser les métiers et les domaines des travaux publics et plus particulièrement auprès des jeunes. Pour ma part, j'en profite pour souligner le travail exceptionnel de nos équipes de travaux publics qui, à longueur d'année, travaillent d'arrache-pied pour planifier et exécuter l'ensemble des travaux réalisés sur notre territoire. Du côté des communications et des loisirs, voici quelques actualités. La Ville fait paraître cette semaine le nouveau numéro du bulletin Le Loisir. Cette édition sera disponible en ligne sur notre site Web et sur les réseaux sociaux et traitera entre autres des activités libres, des événements et des fêtes de quartier. Le samedi 4 juin prochain, ce sera les matinées gourmandes. Il s'agit de la 9e édition qui sera lancée au jardin Daniela Séguin de Saint-Hyacinthe de 9h à 15h. Une vingtaine de producteurs et transformateurs de la grande région seront sur place pour vous faire découvrir leurs produits. Pour l'occasion, l'accès au jardin Daniela Séguin sera gratuit pour tous. Pour les informations, visitez le www.matinée-gourmande.com. Du 3 au 5 juin, ce sera également la fête de la pêche. Les Mascoutins sont invités à redécouvrir le plaisir de pêcher sur la rivière Yamaska. En effet, durant cette journée, il est possible de pêcher sans permis, et ce, pour partout au Québec, tout en respectant les réglementations en matière de pêche. À Saint-Hyacinthe, la pêche en bordure de la rivière est accessible à 4 endroits. La descente Cadorette, au bout de l'avenue Cadorette, le parc Le Jeanne d'Aigle à l'intersection de la rue Giroir et de l'avenue Pratt, le parc de la Yamaska à l'intersection de la rue Yamaska et de l'avenue Ringuette, et le centre nautique au 3190 rue Giroir-Ouest à la Porte des Mers. Pour les enfants de 6 à 17 ans, le club de chasse et pêche Masca organisera des ateliers d'initiation à la pêche le samedi 4 juin de 9h à 16h au centre nautique situé au 3190 rue Giroir-Ouest. Les enfants participeront à différents ateliers sur les espèces de poissons, les techniques de pêche et les bonnes pratiques et la réglementation.
Consultez le site Internet de la Ville pour toutes les informations. Dans les annonces saisonnières, je rappelle que ce sera bientôt la collecte de résidus domestiques dangereux. 2 fois par année, la RIAM organise une collecte de résidus domestiques dangereux. Il s'agit de produits toxiques, explosifs, corrosifs ou inflammables, par exemple de l'antigel, des herbicides, du lave-vitre, des médicaments, du détergent, des produits d'entretien de piscine, un produit pour nettoyer les fours ou décaper, de l'essence, de l'huile à moteur, des peintures, des solvants, des aérosols, une batterie d'auto, des bonbonnes à gaz. Ne jetez jamais ces produits dans la poubelle, l'évier ou la toilette. Conservez-les dans le contenant d'origine, étanche et bien identifié dans un endroit sécuritaire jusqu'au jour de la collecte des résidus domestiques dangereux. Les prochaines collectes auront lieu le 28 mai et le 10 septembre.